No Time to Die est-il un film woke? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un nouveau concept de vidéo où je prenais un sujet. Est-ce que No Time to Die est-il un film woke? Et je discute avec vous, je donne mon avis sur différents points. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai vu le film récemment, c'est une histoire à part entière d'ailleurs, et je me suis rendu compte que ce mot revenait souvent. Beaucoup de gens ont dit bah c'est un film woke, c'est un wokisme, c'est la Gen Z. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Google No Time to Die Woke. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à lire différents articles, voir des vidéos, des critiques, des gens qui étaient pour, qui étaient contre, qui n'étaient pas d'accord. J'ai pris tout ça, j'ai tout noté et je me suis dit, bah tiens, je vais discuter avec vous, avec des spectateurs, si oui ou non on est d'accord ou pas, si moi je suis d'accord avec les différents points, si vraiment No Time to Die est un film woke. Et j'ai pris différents points, on va discuter. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît le format, si vous trouvez que c'est intéressant. Dans ce cas-là, peut-être qu'on peut se donner un petit rendez-vous sur Twitch, on peut discuter différents points, questions. Si vous trouvez que non, c'est chiant de m'entendre parler pendant 10-15 minutes, on laisse tomber et je reviens au ancien format. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récemment vu No Time to Die, je ne l'avais pas vu depuis sa sortie ciné, je l'avais vu 2 fois au ciné. Et je ne sais pas pourquoi je voulais pas le revoir ce film. Pas à cause de la fin. On part du principe que les gens qui regardent ça, ils ont déjà vu No Time to Die. Donc je vais spoiler comme un enfoiré. Aussi, ce sera un concept très simple. D'accord, il n'y aura pas d'incrustation, il n'y aura pas de commentaires, il n'y aura pas d'image. C'est vraiment, voilà, plus discussion. Et No Time to Die, j'étais en train de préparer la vidéo de la dernière fois. Donc, quels sont les films à faire découvrir à sa copine pour qu'elle s'intéresse à James Bond. Et j'ai dû revoir No Time to Die parce que j'ai déjà tout vu et No Time to Die c'est vraiment le film que j'ai vu une fois et demie, enfin 2 fois. Et je me suis dit bah tiens je vais le revoir. Et ce qui se passe c'est que vous savez je voulais pas le revoir parce que je trouvais que c'était un film qui était beaucoup trop polémique en fait. Je sentais que si je le regarde c'était encore frais dans ma tête, il y aurait ce côté un peu, vous savez, qui était rabâché à droite à gauche, c'est ouais mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ils ont détruit le personnage et tout. Je me disais que j'allais pas voir le film, j'allais pas apprécier le film d'un point de vue spectateur, mais vraiment il y aurait quelque chose, ce côté un peu euh, qui va me rabâcher tout, qui me disait en mode bah non. Et finalement bah, j'ai décidé de revoir le film, je le montrais à une amie. Et je l'ai vu d'un point de vue beaucoup plus neuf, beaucoup plus neutre. Vraiment, j'étais en mode, bah, je connais le film dans sa globalité, je connais la fin, je connais le début. Maintenant, je vais me concentrer sur les détails. Je vais vraiment faire attention. Qu'est-ce qui se passe dans le film? Comment évaluer les scènes? Que disent les personnages? Et vraiment apporter un autre sens. Finalement, je dois dire que j'aime plutôt No Time to Die. Oui, ça fait bizarre de dire, mais j'aime plutôt ce film. Je trouve qu'il est sympa. C'est un bon film. Honnêtement, c'est un très bon film. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre. Après, oui, en tant que James Bond, c'est questionnable. C'est très questionnable. Voilà, je vous donne mon avis. Autant que film, génial. Autant que James Bond, il y a beaucoup de choses qui passent pas, quoi. Donc voilà. Alors, d'où ça vient en fait? C'est quoi le wokisme? C'est quoi ce mot? Parce que voilà, on en entend parler tout le temps. On va commencer par le début, c'est quoi? Donc la définition du wokisme sur Wikipédia, c'est que c'est un terme anglo-saxon, woke, qui veut dire éveillé, to awake, désignait initialement le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. En raison de son adaptation croissante au-delà de ses origines afro-américaines, le terme est devenu une expression fourre-tout, voilà, je suis d'accord avec ça, utilisée pour désigner des idées progressistes. Souvent centrée sur la défense des droits des groupes minoritaires et portée par des courants universitaires comme la Critical Race Theory, la théorie critique de la race, qui vise à promouvoir la justice sociale. Celle-ci inclut le mouvement Black Lives Matter, qu'on se souvient tous dans les années 19-20, bah, juste avant la sortie de Mourir peut attendre, et des formes connexes d'antiracisme, ainsi que les campagnes sur les questions relatives à la condition féminine, hashtag le mouvement MeToo, et aux droits LGBT. L'expression capitalisme éveillé, woke capitalism, a été inventée pour décrire les entreprises qui expriment leur soutien à ces causes. Selon leurs détraqueurs, ceux qu'ils regroupent sous cette appellation se donneraient un ascendant moral injustifié. Il a montré l'intolérance à l'égard d'opinions différentes, pourtant atteintes à la liberté d'expression, notamment via la cancel culture. Alors, on est en plein dedans. On est en plein dans la cancel culture. Je vous rappelle rien, vous avez Gérard Depardieu qui est intimement avec les différentes tribunes qui sont à droite à gauche.
Mais voilà, en avion du wokisme, c'est vrai que c'est un mot que je trouve, il part dans tous les sens. À la base, c'était pour désigner des gens qui étaient plutôt libres, on va dire, vous savez, les progressistes, des gens qui étaient là pour faire progresser les idées, pour des libéraux, on va dire, clairement, qui progressent les idées sur les minorités homosexuelles, des choses comme ça. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai l'impression que c'est plus devenu un mouvement pour remettre en question tout ce qui existe au moment où c'est le plus opportun, quoi. Je veux dire, je vais être clair et net avec vous, mais voilà, quand on commence à déboulonner la statue de Christophe Colomb en plein mouvement Black Lives Matter, tu dis, mais en fait, la statue, elle est là depuis les 40 dernières années, voire les 100 dernières années. Pourquoi tu te réveilles d'un coup comme ça demain tu te dis, tiens, il y a le hashtag sur Twitter, on commence à déboulonner. Et si vous voulez, ce mot, on se dit c'est juste un mot, mais en fait, il va beaucoup plus loin parce que actuellement, par exemple, vous avez aux Oscars, je ne sais pas si vous avez vu, la façon dont ils définissent les Oscars, ça a changé avec les 2-3 dernières années. Maintenant, vous ne pouvez pas donner un Oscar à n'importe quel film. Il faut que le film, absolument, il remplisse certains critères de minorité. Il faut qu'il y ait une minorité dans les acteurs principaux. Il faut qu'il y ait un acteur dans la minorité sexuelle qui soit représenté, des choses comme ça. Donc, on sent qu'à un moment donné, c'est devenu entre des gens qui combattaient une injustice, qui se battaient tout seuls contre, vous savez, c'est David contre Goliath. On sent qu'il y a une certaine pression sociale et que il y a deux mondes qui se cognent, des sortes de traditionalistes et les libéraux, on va dire, et que ça passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas et que les deux, ils vont pas. Donc voilà. Alors, on va commencer. J'ai pris 8 ou 9 points différents qu'on va essayer de discuter ensemble. La première, en fait, c'est le début du film. James Bond à la retraite. Alors, vous allez me dire, c'est pas woke et tout, mais en fait, il y a ce côté dès le début du film que James Bond, en fait, c'est un vieux mâle blanc cisgenre, alcoolique, qui vit isolé sur une île, qui en fait, voilà, il a ce côté, non, je suis plus agent secret, j'ai plus de sex appeal, je ne fais que boire, j'ai même un chat, il y a une scène coupée dans le film où il donne à bouffer à un chat, vous savez. Il a ce côté vraiment en mode, je suis fini, quoi. Je suis fini, vous savez, c'est le vieux oncle raciste célibataire, voilà, qui fait rien de ses journées et tout. Sur ce point-là, voilà, ça c'est la première point. C'est James Bond à la retraite, ça a choqué. Sur ce point-là, je ne suis pas du tout d'accord, en fait. Je trouve que c'est une idée intéressante dans le film et qu'en fait, ils ont commencé à l'exploiter dès le Casino Royale. Si tu regardes Casino Royale, à la fin de Casino Royale, le mec, il donne sa dème. Parce qu'il veut partir avec Eva Green, enfin, avec Vesper. Quantum of Solace, pareil, le mec, tu sais pas trop ce qu'il veut faire, machin et tout. Skyfall, pré-générique de Skyfall, le mec, il tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait passer pour mort pendant plusieurs mois. Spectre, pareil, la fin de Spectre, il part à la retraite avec Madeleine Swan, machin et tout. Début du générique de No Time to Die, c'est voilà, il est en nuit de noces avec Madeleine Swan, il veut vivre une vie de famille, tout ça, et en fait, il la largue. Évidemment, il va pas se remettre à être James Bond, quoi. Le mec, il vit sa vie, il a un peu de thunes de côté, il profite, et en plus, on a toujours eu dans ce côté, avec Daniel Craig, ce côté un peu ruste, un peu terre à terre, un peu vraiment en mode on est simple. Donc pour moi, non. James Bond à la retraite au début du film, non, c'est pas woke, pour moi c'est normal, c'est tout l'arc narratif de Craig qui passe, en fait, c'est normal. Voilà. Alors, deuxième point, celui-là, c'est revenu beaucoup de fois, et celui-là, je sais que, on va en discuter beaucoup. James Bond ne couche avec aucune femme dans ce film, sauf un peu avec Madeleine, mais c'est un peu chelou. Et surtout, la meilleure James Bond girl dans ce film, pour moi, à mes yeux, franchement, il y a 4 James Bond girls, la meilleure, Ana de Armas, Paloma, il fait rien avec. Donc si vous vous souvenez de la scène, Félix l'envoie à Cuba, il doit rencontrer Paloma. Elle arrive, elle est en super robe de soirée, violette. Et en fait, ils arrivent, ils commencent déjà à le déshabiller. Et James Bond, il fait, vous voulez pas qu'on fasse un petit peu plus connaissance, machin et tout. Elle fait, oui, pardon, je suis désolé, oui. Attendez, je suis agent, je suis un peu stressé. Elle lui donne un smoking et James Bond, en fait, il met le smoking. Et à ce moment-là, il lui dit, ouais, est-ce que vous pouvez vous retourner, s'il vous plaît? Parce que voilà, je suis en train de me changer. Elle fait, oui, bien sûr, elle se retourne. Beaucoup de fans de première heure, moi le premier, c'est vrai que ça choque.
James Bond, dès qu'il y a une gonzesse quelque part qui passe, dès qu'il a un moment, il a un moment d'intimité, il arrive à passer un moment avec elle. C'est le premier à sauter sur l'occasion, c'est le premier à passer un moment avec elle. Sur ce point-là, je serais un petit peu trop balancier parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'à un moment donné, Bond ne veut pas aller faire cette mission. Pour être honnête, parce que si vous regardez bien le film, Bond ne veut pas faire cette mission. C'est vraiment Félix qui lui sort de sa retraite en mode frère, j'ai besoin de toi. Ok. Il est en mode écoute, j'ai fait du bateau, il y a machin là, Naomi qui est en même temps avec lui. Il y a ce côté aussi, Cuba, ça fait longtemps qu'il est tout seul. Je peux comprendre, je trouve que c'est un peu mal exploité. En plus, il lui dit à un moment donné, c'est pas qu'il veut pas coucher avec elle, c'est qu'il dit bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, parce que là, elle lui saute dessus limite. Presque, vous savez, il y a ce côté un peu en mode, vous savez, ils ont inversé la situation avec Daniel Craig. Vous savez, quand Daniel Craig sort dans Casino Royale de l'eau, il sort tout torse nu, tout beau, en bikini. Et en fait, c'est la scène de Dr No avec Ursula Andress, et qu'ils ont inversé. Maintenant, c'est plus les femmes qui sortent de l'eau, mais c'est les hommes qui sont hyper sexualisés et tout. Et presque, on a l'impression que James Bond est sur le point de se faire violer, comme si lui violait les femmes. Vous savez, quand vous prenez des vieux James Bond où il s'approchait d'une femme, elle lui dit non ou pas envie ou quelque chose comme ça. Il fait non, non, mais si. Et il faisait l'amour après. Et que là, en fait, c'est l'inverse. On inverse les rôles. Paloma vient vers lui, tout de suite commence à le déshabiller, machin et tout, alors qu'il n'y a même pas de sous-entendu sexuel de la part de Paloma. C'est juste qu'elle est stressée, elle veut le déshabiller et tout pour lui mettre le smoking. Et que lui, il est là dans le mode non, non, mais moi aussi, maintenant je suis un homme, j'ai une intégrité, je veux me changer, je veux pas qu'on me mate pendant que je me change. Sur ce point-là, oui, je serais d'accord. Je suis d'accord, il y a un petit côté wokiste, il y a un petit côté, ils ont voulu appuyer le message de James Bond n'est pas un objet, même c'est pas un homme-objet, il y avait la femme-objet, mais en fait on a les hommes-objets maintenant, et que c'est pas un homme-objet. Sur ce point-là, oui, je suis assez déçu qu'il n'ait pas couché avec Paloma, parce que Paloma du coup n'est plus une James Bond girl, c'est juste une agent à côté. Qu'il n'ait pas couché avec Paloma, qu'il n'y a pas rien eu d'autre. Pourtant, c'est un personnage que j'adore, je trouve qu'il est très bien exploité. Les 15 minutes dans lesquelles elle est incroyable, quoi. Mais oui, clairement, ils ont un peu joué la carte de puritanisme, j'ai envie de dire, un peu de oui, mais en fait, je suis un homme sensible. Sur ce point-là, oui. On est tous déçus. C'est une bonne chose. Il montre un autre côté des femmes, un autre côté des hommes. Mais c'est vrai que, autant que Bond fan hardcore, t'es déçu, quoi. T'es déçu qu'il n'y a pas eu plus que ça. Même si presque, il y a eu après. Presque, vous savez, je sais pas, ils auraient capturé le méchant docteur et ils auraient passé une nuit ensemble. Mais là, c'est vrai que ça manque un petit peu. Même si l'alchimie entre les deux, elle passe très bien parce qu'ils avaient Daniel Craig et Anna de Armas avaient joué ensemble dans Un couteau tiré l'année d'avant. Donc voilà. Allez, deuxième point. Troisième point. C'est du café, jamais. La place des femmes. Alors, je crois que c'est le James Bond où il y a le plus de femmes, personnages principaux, on va dire, qui parlent. Vous avez Moneypenny, vous avez Paloma, Naomi, Madeleine Swan, dont deux sont des femmes de couleur, une latina et une blonde, enfin une blanche. C'est vrai que c'est la première fois qu'on en voit autant. Qu'on voit autant de personnages, on voit autant de personnages de diversité, on voit autant de personnages qui sont presque contre Bond, entre Madeleine Swan qui lui en veut, entre Naomi qui lui met des bâtons dans les roues, mais on y reviendra après, entre Paloma qui est là, mais on ne sait pas trop comme il vient un peu de la rejeter, machin et tout. Moneypenny, c'était un peu ambigu et tout. J'ai envie de dire oui, mais j'ai un gros problème. Pour moi, le seul personnage qui sort de ces quatuors, c'est Paloma. Parce que vraiment, le personnage est bien écrit. En fait, c'est même pas un problème de physique ou quoi. Le personnage est hyper bien écrit. Ça, je trouve c'est cool. Et Madeleine Swan, parce que c'est le personnage principal du film. Naomi, c'est un désastre, mais j'y reviens après. Et Moneypenny, je trouve qu'elle monte d'interaction parce qu'on a eu des super interactions dans Skyfall, où vraiment, il y a eu quelque chose. Et même dans Spectre, il y avait des sous-entendus. Il y avait cette relation un peu de... On flirte ensemble, mais on sait qu'il y a rien qui va se passer ensemble. Qu'on avait déjà avec les films de Sean Connery et de Roger Moore. Vous savez, comme Moneypenny, elle flirtait aussi un peu avec James, mais tu sais jamais si c'est elle qui veut pas, si c'est lui qui veut pas. Je trouve qu'ils ont perdu cette relation, et c'est dommage. Et en fait, ils mettent des femmes, mais sous-exploitées, quoi.
Donc, pareil, quand il débarque, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est là en mode, bah, en fait, non, qu'est-ce qu'il fout là et tout. Donc, c'est dommage. Pour moi, non, la place des femmes, elle est présente. Encore une fois, c'est mal exploité, c'est mal écrit. Je sens un petit côté woke. Je vais dire honnête avec ça, c'est que vous prenez un film comme GoldenEye, un de mes préférés. Il n'y a que 2 femmes dans le film, 3 avec, vous savez, la superviseure là au début. Les personnages sont beaucoup mieux écrits dans GoldenEye. Ils ont tous leur art narratif, ils ont tous des interactions avec James Bond et d'autres personnages. Là, vous en avez 4, ils ne servent pas à grand chose, je trouve, et il y en a une de trop. Pour moi, c'est Naomi, clairement. Ils auraient dû mieux écrire Moneypenny en mode je flirte avec vous, mais je quand même une conscience professionnelle. Là, je trouve qu'elle est trop un petit peu à la traîne, dans l'ombre. C'est dommage. Donc voilà. 4e point, Q est gay. Alors, en fait, c'est une toute petite phrase. Q, à un moment donné, Moneypenny et James Bond viennent voir Q. Et à un moment donné, il dit ah, il doit arriver bientôt, il doit arriver dans quelques instants. Sous-entendu que Q a une relation homosexuelle avec quelqu'un où il attend un homme pour un date. Donc voilà. Beaucoup. Ouais. Non, je vais dire non. Honnêtement, je vais tout de suite dire non parce que les personnages gays dans James Bond, ça existe depuis 63, depuis Bon baiser de Russie. Vous aviez la. Comment ça s'appelait, Colonel Gleb, non, Rosa Gleb, qui était déjà un petit peu touchy avec l'agent soviétique. Vous avez déjà le couple mythique dans Les Diamants sont éternels, White and Kit, des choses comme ça. Même Xenia Notop dans GoldenEye, tu vois qu'elle a un petit peu des penchants un peu BDSM, des choses comme ça. Même à un moment donné, elle est trop proche avec Natalia. Pour moi, Q gay n'est pas choquant, honnêtement. En plus, c'est pas surreprésenté. C'est pas genre en mode il y a des drapeaux LGBT partout, des choses comme ça. Il en fait des tonnes. Ou vous savez, c'est même stéréotypé négativement. Vous savez, ils en font une folle ou un truc comme ça. Je trouve que le personnage de Q a été plutôt bien intégré dès Skyfall, en mode bah écoute, je suis jeune, je suis intelligent, je gère l'ordinateur, mais toi t'es un vieux coton, mais tu fais du terrain. Que c'est un allié proche de Bond, même presque trop des fois. Je trouve qu'il fait trop de terrain. Avant, le Q était plutôt dans ses bureaux, il faisait les gadgets. Là, je trouve qu'il lui donnait un côté un peu trop, presque trop sur le terrain, mais c'est pas gênant. Je trouve que Q est toujours un bon support pour James Bond. Donc pour moi, Q gay, non. C'est pas woke. C'est presque écrit normalement. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est que il y a de plus en plus de personnages de couleur parce que Félix, je crois qu'il est d'origine Bahamas ou un truc comme ça. L'acteur, je ne sais plus. Moneypenny, qui est aussi une actrice de couleur. C'est pas gênant, je trouve. Honnêtement, ça passe bien parce que c'est des personnages secondaires. Certains vont crier, d'autres non. À vous de me dire, mais je trouve que un peu de diversité par-ci par-là, c'est pas encore trop gênant. Donc voilà. Alors, on arrive à un gros point, le 5e. Tous les hommes dans le film sont soit des alcooliques, soit des racistes, soit des machos, soit ils sont inutiles, soit ils sont des traîtres, ou ils sont des gros beaufs. Si vous regardez bien, en fait, dans le film, c'est un peu l'image qu'on donne des mecs, quand même. En fait, on va commencer par un gros truc. Dans ce film, James Bond passe pour un gros beauf. Honnêtement, regardez le film. Si vous avez vraiment le courage de regarder le film, regardez le film. Dans ce film, il passe pour un gros beauf. Il boit, mais c'est un truc de malade. Vous commencez le film, si vous ne faites pas gaffe comme ça, il boit, je crois, toutes les 2 minutes, il boit une scène. Au début du film, il boit. Ensuite, quand il est tout seul, il boit. Dans le bar, il boit des bières. Quand il est avec Paloma, pareil, il fait une action, il boit encore. Jusqu'à la moitié du film, James Bond passe son temps à boire. Il conduit hyper mal. Je vous jure, c'est pas une blague. Regardez comment, au début du film, quand ils arrivent à... comment s'appelle la ville? Au tout début, à Matera. En fait, James Bond, il respecte aucune ligne. Il y a la route sinueuse. Vous regardez, c'est exactement le même plan au début et à la fin. Quand il conduit tout seul la DB5 avec Léa Seydoux, il coupe toutes les lignes, rien à foutre, il trace comme ça. Alors qu'à la fin, Léa Seydoux, quand elle conduit la V8, elle respecte toutes les règles avec sa fille à côté.
Lorsqu'il arrive à Londres, pareil, il arrive dans cette rue-là, et en fait, il se gare sur une place, c'est une ligne jaune même. Je connais parce que j'étais dans cette rue, j'ai vécu, c'est une ligne jaune, je me souviens très bien. Il se gare n'importe comment, il respecte aucune éthique, il respecte aucune règle, il parle à M comme il veut. Il a ce badge là, vous savez, il doit le rendre à la fin. Lui, il prend comme ça, il le jette en mode, bon, il vise bien, hein, mais il le jette en mode, bah, je m'en fous, je suis James Bond. Il a ce côté aussi, bah, les règles ne s'appliquent pas à moi parce que quand on lui donne le téléphone, il dit n'y allez pas et tout, lui il l'appelle, il fait non mais moi en fait je fais ce que je veux. Donc il y a ce côté un peu beauf que James Bond est un personnage d'un autre temps, que le monde a évolué autour de lui et qu'en fait lui il passe pour un gros beauf vieux, en fait dépassé par tout ça. Et en fait, sur ce point-là, je voulais dire oui. En fait, je voulais dire oui au début que ouais, en fait, James Bond c'est un gros beauf qui a mal vieilli, que voilà, tout le monde évolue pas lui. Vous savez, ce côté un peu OSS 117. Si vous regardez OSS 117, le 2, le 3, c'est la même chose. C'est le monde a évolué, mais pas lui. Lui, il est resté dans les années 50. Et en fait, le problème, c'est que le film est contrebalancé par les résultats de Bond. Oui, Bond boit. Oui, Bond ne respecte pas les règles, il fait ce qu'il veut. Oui, Bond est en mode, on y va directement, il n'y a pas de discussion, machin et tout. Mais les résultats sont là en fait. Bond est efficace. Bond a des résultats, il sauve le monde. Donc c'est là qu'on a, vous savez, un film qui m'a rappelé ça aussi, c'est Top Gun Maverick. Top Gun, c'est la même chose. Vous savez, c'est des vieilles têtes brûlées des années 80 en mode non, non, mais moi, en fait, je suis le meilleur dans ma catégorie, je suis le meilleur dans mon secteur. Les règles ne s'appliquent pas à moi. C'est quelque chose qui était dans les années 80, vous savez, ce côté un peu bad boy, ce côté un peu rogue, comme on dit en anglais. Est-ce que c'est dépassé? Je trouve pas en fait. Je trouve pas que ce côté, ils avaient même fait ça dans Skyfall, où vous savez, James Bond, il outrepassait le côté informatique, bah, il allait un peu à la vieille, à l'ancienne, en mode ma bite et mon couteau, si on peut dire ça comme ça. Et il y a ce côté un peu, je pense que c'est une question de vision. Je pense que c'est une question. La Gen Z, les nouveaux, ils vont dire que ouais, James Bond c'est un gros beauf. Les vrais, nous quoi, les fans, on va se dire ouais, mais en fait James Bond est comme ça, et ce côté un peu à l'ancienne, un peu bah moi je sais de quoi il s'agit, j'ai de l'expérience, ça marche. Donc pour nous, James Bond n'est pas un gros beauf, c'est James Bond. Pour les extérieurs, c'est ouais non mais en fait le mec c'est là, il baisse tout le temps, il boit tout le temps, il fait rien comme tout le monde, il respecte rien, il a pas de téléphone portable, voilà. Donc moi, je serais plutôt sur 50-50. Mais pour moi, James Bond n'est pas beauf dans ce film. On essaie de le mettre on essaie de lui donner cette image un peu dépassée. Mais moi, j'aime bien. Sauf peut-être pour où il se garde n'importe comment, parce qu'il va avoir une ticket de parking. Alors, on arrive dans un petit final. Il y a aussi le fait que à la fin, ce que je viens de dire, à la fin du film, c'est l'homme blanc qui sauve le monde pendant que les femmes s'occupent des enfants. C'est peut-être pour moi une erreur dans l'écriture à un moment donné parce qu'ils ont essayé de mettre en place quelque chose, ils ont essayé de faire des choses. Et bizarrement, bah, c'est un film de James Bond quand même. C'est lié avec la fin, évidemment. Il y a, je vais en parler tout à l'heure, mais la fin du film, c'est ça en fait. C'est l'homme blanc qui tue le méchant, qui fait sauter tous les trucs, qui fait tout le travail. Pendant que les gonzesses sont fuies et machin, là, Naomi, elle joue avec la petite, alors que l'autre est en train de pleurer parce que son homme va mourir. Sur ce point-là, justement, c'est pas woke. Certains l'interprètent comme woke parce que du coup, bah, on fait mourir le héros, on fait mourir l'homme blanc. Mais pour moi, non. On revient dans les standards du James Bond, même si on fait mourir, bah, on a quand même ce héros viril qui sauve tout, qui fait tout le job. Donc non, pour moi non, c'est pas beau. Alors, le virus de nanobots, Héraclès, machin, ça j'ai encore du mal. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que je trouve que c'est... Je sens la réécriture en fait. Voilà, je vais vous dire ça tout de suite. En fait, j'ai l'impression qu'à la base ils avaient été partis sur un virus pur et simple qui peut être codé avec du ADN,
En fait, ça existe. On peut mélanger les plantes et l'ADN, plus ou moins, voilà, mes faibles connaissances en botanique. Et j'ai l'impression que vu que c'était le Covid, des choses comme ça, bien que le film était fini en fait avant le Covid, j'ai l'impression qu'on a eu ce côté nanobots qui sort de nulle part et que tout n'a pas de sens. Si c'était un virus classique qui est encodé avec l'ADN, ça a du sens, parce que ça se transmet par l'air, ça se transmet par des microbes. Bah, on a tous vécu le Covid, voilà, on connaît, il fallait porter le masque, des choses comme ça. Là, tu es en train de me dire que tu es en train de fabriquer des milliards de nanobots, mais qui passent de main en main, qui survivent à des radiations, qui survivent à l'eau, qui survivent à je sais pas quoi. Ils fonctionnent comment? Parce que il leur faut une énergie, donc à moins qu'ils ont développé une énergie qui marche avec la peau, ou je sais pas quoi. On a un petit côté, je trouve, artificiel avec ces nanobots. Et pourquoi je dis que c'est woke? Parce que j'ai l'impression qu'on essaye de trouver quelque chose de moderne pour plaire, pour donner ce côté un petit peu, comment dire, pas raciste, mais donner vraiment presque une arme pour contrebalancer, vous savez, l'action brute de décoffrage, vous savez. Avant, c'était j'ai une arme, j'ai un missile, je lance ça sur tel ennemi ou un truc comme ça. Et que là, en fait, justement, c'est une arme qui a été créée par les Anglais, que ça nous échappe, et que c'est plutôt une sorte de critique de la société occidentale en mode, bah, on crée des trucs de plus en plus novateurs, on crée des choses, mais on ne réfléchit pas à l'après, on ne réfléchit pas que, bah, en fait, enfin, il le dit, James Bond, à un moment donné, tu crées des trucs, mais à un moment donné, tu penses quoi? Que bien sûr, tout le monde voudra utiliser ça pour des mauvaises raisons. Sur ce point-là, je pense qu'il y a une certaine critique. Je dirais que c'est woke dans le sens où on a l'impression que les auteurs ont voulu critiquer le monde occidental et en mode surtout, bah, les gars, vous créez des trucs, surtout de l'armement, vous créez des technologies, l'espionnage, on l'a vu ça dans Skyfall et dans Spectre, la surveillance de masse, et que là, en fait, ça vous échappe et que des fois, on ne réfléchit pas 4-5 coups en avance. Justement, c'est le plan du méchant, le scientifique Kondratiev, je sais plus comment, le moustachu là, le russe moustachu qui est agaçant, que justement, il utilise ça comme une arme de raciste en fait. C'est une arme raciste parce qu'à un moment donné, il dit bah en fait je peux cibler telle ethnie, je peux cibler ça. D'ailleurs, les plus fervents, ils auraient remarqué que ça ressemble au plan du méchant dans Casino Royale de 67, où il voulait tuer tous les hommes qui faisaient plus d'1m67, qui étaient blancs, blonds, aux yeux bleus, mais qui faisaient plus d'1m70 ou un truc comme ça. Là, c'est presque la même chose. C'est dommage parce que, en fait, c'est lié à une autre chose, c'est le plan du méchant. Moi, j'ai un gros problème avec le méchant. J'adore Rami Malek, je trouve qu'il est génial dans Bohemian Rhapsody, je trouve qu'il est génial dans Mr. Robot, dans d'autres films. En fait, pour moi, le gros problème, j'en avais déjà discuté une fois dans un live avec je sais plus qui. En fait, on a eu Spectre. On a eu Spectre dans Spectre. Spectre, c'est genre l'organisation, machin et tout. Le fait que au début de No Time to Die, il est en mode on va détruire le Spectre parce qu'il a un engagement personnel avec le Spectre, en mode ils ont tué ma famille, je leur en veux, je veux tuer Blofeld, je veux tuer tous les mecs et tout, parce que voilà. Pour moi, ça a du sens. Parce que c'est un petit peu comme Raoul Silva dans Skyfall. Il a un enjeu personnel contre quelqu'un. Donc, ce qui fait que bah, on n'a pas de l'empathie, mais on comprend le plan du méchant. Là, le problème, c'est qu'il tue tout le Spectre. Il a cette arme qui est juste incroyable. Et derrière, ils ont fait quoi? Ouais, mais je vais le vendre à des gens. Tu fais, mais ça n'a pas de sens, en fait. Parce que tu deviens exactement ce que tu t'étais juré de venger, en fait. Pour moi, c'est là où ils ont raté l'écriture du méchant. Ils auraient dû faire une sorte de... Exactement comme il le dit, vous savez, à un moment il dit, ouais, James Bond, License to Kill, machin. Je dis, on voit mon propre reflet. Si je devais faire Safin, je garderais tout pareil. Sauf que pour moi, le plan de Safin, ce serait de justement créer une autre organisation secrète qui serait en mode je vais tuer les autres organisations méchantes. Vous savez, genre, il y a un tripartite. Genre, le mec, James Bond, c'est le gentil, MI6, c'est l'institution. Vous avez des spectres, vous avez d'autres actions, vous avez Quantum, des choses comme ça. Et lui, il est au milieu en mode écoute, je suis de ton côté, je suis des institutions politiques, machin et tout, parce qu'il faut faire le bien, mais j'ai d'autres méthodes. Et j'ai d'autres méthodes. Et en fait, ces méthodes à lui, ça fonctionne, mais ils ont des conséquences. Ils ont des dégâts collatéraux, par exemple. Imaginez quand ils codent, je sais pas moi, tous les agents du spectre, bah en fait, ça détruit leur famille, leurs amis, des choses comme ça. Peut-être que ça aurait rajouté de la profondeur au personnage de méchant. Je dis pas que c'est parfait, mais
je me serais senti plus proche du méchant, ses motivations étaient plus claires, sa mort était peut-être plus triste, parce qu'il n'aurait pas eu ce côté, genre, j'attends des vendeurs. Moi, j'aurais plus vendu en mode, écoute, on va lancer des missiles précis avec ce gaz-là, et que, vous savez, le méchant croit dans son projet. Comme Stromberg. Vous savez, Stromberg, par exemple, vous prenez, le mec, il apparaît que quelques minutes, mais il veut que les deux blocs Est-Ouest se détruisent pour préserver la faune marine. Parce que pour lui, c'était plus important que la guerre nucléaire et tout. Pour moi, c'est ça le gros problème de No Time to Die. Le méchant Rami Malek, il joue bien. Moi, j'aime bien cet acteur. Son plan a été gâché par son écriture des motivations du méchant. Donc voilà. Et c'est dommage. Voilà. C'est pour moi dommage. Lié au virus de nanobots au début, pour moi, c'est clairement en mode critique de la société occidentale. Pas frontale, mais on sent quand même des choses en mode, écoutez les gars, bah vous créez des armes qui vous sont volées, qui sont dépassées par vous, un peu critique de l'armement nucléaire. Vous créez des gens vous-même, tous ces méchants, bah vous les créez vous-même en fait. C'est pas, je dirais pas des terroristes, mais on peut faire le lien que les terroristes sont créés à cause des conséquences des actions de la société occidentale, des sociétés d'espionnage, des choses comme ça. Donc, je pense qu'ils l'ont mal tourné. Ils l'ont mal tourné parce qu'il y avait des choses à exploiter. On aurait pu faire un super méchant, on aurait pu faire des vrais questionnements et tout. Ça a été gâché. Je n'arrive pas à savoir par quoi ou par qui exactement, mais les motivations du méchant, plus de trois choses. En fait, il y a trop de personnages. Je pense que c'est ça le problème. C'est qu'il y a trop de personnages parce que vous avez Ash, vous avez Primo, je crois, le mec avec l'œil. Vous avez le méchant professeur, vous avez, comment il s'appelle, Blofeld. Vous avez en plus de ça Rami Malek, donc Safin. Il y a trop de couches, il y a trop de strates, et en fait, je pense qu'ils auraient dû en enlever un ou deux, et ça aurait été beaucoup plus logique que justement le plan du méchant. Donc voilà. Finalement, dernier point, on va arriver sur le personnage le plus woke du film, le personnage que j'aime le moins, qui est le personnage, je vais être clair et net, c'est le personnage woke par excellence, et en fait ça en dit long, parce que c'est un personnage qui est caractérisé, qui est montré, mais qui est vide. C'est le personnage vide, c'est l'opposé de James Bond, parce que c'est le personnage qui parle beaucoup, qui est beaucoup mis en avant, mais qui ne fait rien. James Bond est un peu rétrogradé, mais c'est lui qui fait tout. Je parle évidemment de Naomi, donc jouée par Lashana Lynch, qui fait aussi, ça avait fait polémique parce qu'elle était 007. Qu'on soit clair, j'ai rien contre l'actrice, je l'ai vue seulement dans Captain Marvel. Ils avaient dit oui, c'est l'actrice principale de Captain Marvel. Tu fais non mais on se calme les gars, déjà elle avait moins de rôles que le chat, parce que même le chat il avait plus de rôles dans Captain Marvel. J'ai rien contre l'actrice, je trouve que voilà, elle joue correctement, elle joue ce qu'on lui donne. Évidemment, c'est une femme noire. Elle ne parle que d'elle. Elle passe son temps à parler d'elle tout le temps. Elle arrête pas de la ramener avec son matricule 007. Dès le début du film, elle ramène ça avec son matricule 007. Regardez bien le film. Si vous, même vous allez sur YouTube, regardez les scènes. Elle ne fait rien d'utile dans le film. Vous enlevez Naomi du film, ça reste pareil. Ça reste pareil, il n'y a rien qui change. À un moment donné, donc au début du film, elle sabote la voiture de 007 pour rien. Elle sabote la voiture pour rien parce que en fait c'est juste pour qu'elle 007 se fasse ramener en scooter à l'arrière avec elle. En fait c'est con. T'aurais pu lui parler dans le bar, t'aurais pu lui parler à la sortie du bar, t'aurais pu le suivre chez lui et en parler. T'es juste en train de casser la voiture d'un mec pour rien, t'es en train de foutre la merde, emmerder un mec pour rien. Il t'a rien fait en plus, il sait même pas qui lui a parlé. Elle lui file le téléphone et lui dit ça comme ça. À un moment donné, elle fait ouais mais moi je suis 007. Je suis même pas n'importe quel 00, je suis 007. Ça c'est le problème des films modernes. J'avais dit pourquoi est-ce qu'on adore Casino Royale, parce que Casino Royale, vous découvrez James Bond par rapport à ses actions. Vous découvrez qu'est-ce que fait Daniel Craig. Il devient 007 parce qu'il a tué des mecs, il devient 007 parce que il est fort, il sait réfléchir, il y a un mec, quand il le poursuit, il lui échappe, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une autre parade et tout. Elle, on sait rien d'elle. Elle est devenue 007, mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué deux mecs, ok, comment? Est-ce que ça lui a pris du temps? Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'elle s'est entraînée? Est-ce qu'elle était dans l'armée? On sait rien de cette gonzesse. Elle vient. Ouais, je suis une femme, je suis noire, je suis 007 parce que voilà. Le temps change, t'es vieux. Oui. Q,
il fait la même chose, mais Q, tu sais à quoi il sert. Q pirate des choses. Q arrive à faire arme égale contre Raoul Silva. Donc, c'est ça, on définit les personnages par rapport à leur action, pas par rapport à ce que quelqu'un décrit. Si tu lis dans un dossier, écoute, ce personnage, c'est le meilleur tireur de tout le Far West, ok, et si tu vois Lucky Luke en train de tirer plus vite que son ombre et toucher sa cible, c'est pas la même chose. Tu comprends tout de suite de quoi on parle. Ensuite, dans Cuba, elle ne sert à rien parce qu'elle arrive avant, elle part en même temps que James Bond. Elle arrive en même temps que James Bond alors qu'elle a un avion, l'autre il est en voilier. James Bond, il se tape tous les méchants. Il est au milieu de tout le monde. Il n'y a pas l'homme qui l'aide. Elle saute du toit, elle récupère comment ça s'appelle, le scientifique russe. Elle le récupère, elle le perd parce qu'elle est en train de faire des fusillades, parce qu'en même temps, elle n'arrive pas à tirer 3 mecs. James Bond, dès qu'il sort, il a bu un. D'ailleurs, c'est marrant. James Bond, il galère, il boit un verre, et à ce moment-là, il commence à tuer tout le monde, mais il vise comme ça, direct. Ça revient au point que j'ai vu avant. Toutes les infos, donc dès qu'ils reviennent, c'est James Bond qui lui dit, écoute, Blofeld, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu ailles dans la prison pour fouiller la prison, machin et tout. C'est James Bond qui lui dit. C'est James Bond qui lui dit, écoute, il faut que tu suives H, parce que c'est la seule piste qu'on a. Donc elle fait quoi? Elle suit H avec 3 heures de retard. Parce que le mec, il arrive, ils font toute la course-poursuite dans la forêt, machin et tout. James Bond est en train de marcher tranquillement pendant que sa femme, elle est à l'autre bout de la terre. L'autre, elle arrive en Aston Martin. Ouais, salut et tout, t'as besoin d'un ride. Meuf, t'as fait quoi? Putain, pourquoi on te dit de suivre un mec, t'as 3 heures de retard. T'es pas une suivie, c'est par hasard, tu fais. Elle sert à rien. Ils arrivent dans la base du méchant. Elle sert à rien parce qu'à un moment donné, il dit, est-ce que tu as déjà piloté cet avion? Non. Bah, en fait, tu sers à rien parce que c'est pas comme si tu avais des expériences que James Bond n'a pas. Je veux dire, lui, si tu lui donnes un tuto YouTube, il conduit le planeur. Elle s'énerve contre le mec pour rien. Le méchant, là, quand il lui dit, vous savez, voyez, je peux programmer pour que ça tue une ethnie particulière, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'énerve, elle le pousse dans l'acide, là, qui tue, sous un coup de colère. Elle agit sous la colère et parce qu'il a dit un truc raciste. Elle n'est pas, genre, pour moi, la bienveillance aurait été qu'elle le préserve, elle le sauve la vie, elle lui dit, tu vois, même si tu es raciste, je te sauve la vie parce qu'il y a une certaine truc. Elle le fait. À la fin, elle part, elle conduit le bateau, elle va s'occuper de la gamine, machin et tout. Pour moi, Naomi, c'est le stéréotype typique des personnages woke. Pour moi, c'est le personnage woke du film. Parce que on en a parlé partout, avant même qu'on sorte le film. Tout le monde en avait parlé en mode, ouais, mais le prochain 007, il est noir, machin et tout. Oui, c'est une femme, elle est noire, elle a le matricule 007, elle sert à rien. Elle ne sert strictement à rien. Enlève-la du film, ça fait la même chose. Donc voilà. Alors, la mort de James Bond, je n'en parle pas parce que je suis en train de préparer une petite vidéo sur ça, sur ce sujet. J'analyse un peu le truc. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur différents points. Je vais faire un timecode. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de format. Donc voilà, c'est une discussion. Des fois, c'est un peu long. J'ai fait exprès pour qu'il n'y a pas d'incrustation et tout parce que vous pouvez le mettre en fond d'écran en mode écouter. Voilà, si ça vous a plu, dites-moi. Je vous dis à très très bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager, de commenter surtout parce que je voudrais avoir votre avis surtout. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord sur les différents points? Est-ce que oui ou non, No Time to Die est un film woke? Et surtout, si le format vous plaît, j'ai une autre idée de vidéo, c'est pour parler de Bond 26, mais en mode projection, en fait, discussion. C'est pour ça que je parlais de Twitch parce que peut-être que on peut faire en sorte que vous, en commentaire, vous me donnez des idées. Est-ce que James Bond comme ci, comme ça, comme ça? Et moi, je vous réponds, je vous donne mon avis. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est une vidéo un petit peu longue, mais je voulais le faire. À très bientôt. Ciao.